Si vous aussi vous avez l'impression de manquer de souffle dans un quotidien à 1000 à l'heure, si l'état du monde vous questionne et que vous avez envie d'explorer de nouvelles façons d'être au monde et de faire société, alors vous êtes au bon endroit. Bienvenue dans le podcast Habiter poétiquement le monde. Je suis Claire Barbery-Giletti et dans ce podcast, je pars à la rencontre des éclaireurs, ces chercheurs, artistes, explorateurs, thérapeutes qui nous relient à la beauté du vivant et proposent des pistes concrètes, sensibles, pour créer un monde où il fait bon vivre. En plus des interviews, vous trouverez sur ce podcast des capsules poétiques sous la forme de courtes lectures. Et si le podcast vous inspire, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à le suivre sur les réseaux sociaux ou à me laisser un commentaire ou une note sur les plateformes. Belle écoute! Bonjour à toutes et tous. Pour ce nouvel épisode d'Habiter poétiquement le monde, j'ai eu envie d'aborder le sujet du vivant sous un angle un peu différent des deux épisodes précédents, puisque l'on va parler de préservation du vivant et notamment de préservation de la biodiversité, à l'heure où l'on parle d'une 6e extinction massive des espèces. Puisque ce thème, Habiter poétiquement le monde, je le disais dans l'épisode introductif, si vous ne l'avez pas écouté, n'hésitez pas à aller l'écouter, il est assez rapide. Habiter poétiquement le monde, c'est un terme et c'est un titre qui est très large et qui est volontairement large pour pouvoir aborder le vivant sous toutes ses facettes et sous toutes ses coutures. Et aujourd'hui, on aborde la question du vivant de façon concrète. Pour ce 3e épisode, j'ai choisi d'interviewer Harold Levrel, qui est économiste politique et co-auteur du livre « L'économie face à la nature, de la prédation à la coévolution ». Nous explorons sa pensée passionnante qui permet de comprendre pourquoi nos sociétés en sont arrivées à une nouvelle extinction massive des espèces qu'on décrit souvent comme la 6e. Et Harold nous explique que la bonne nouvelle, c'est que des solutions durables existent pour assainir notre économie dans son rapport au vivant, mais, ou plutôt elles nécessitent de transformer radicalement nos façons de produire, de consommer, nos conceptions du monde et nos institutions. Je vous souhaite une belle écoute de cet épisode qui est très dense mais qui est aussi optimiste et qui permet de décrypter beaucoup de tendances actuelles de nos sociétés du point de vue économique mais aussi écologique. Harold Levrel, bonjour. Vous exercez au Muséum d'Histoire naturelle et vous êtes spécialiste d'économie politique au sein du Centre international de recherche sur l'environnement et le développement, le CIRED. Et vous avez co-signé avec Antoine Mismer le livre « L'économie face à la nature, de la prédation à la coévolution » qui est paru début 2023. C'est un livre qui nous invite à repenser la place de la biodiversité dans l'économie actuelle avec une perspective historique que vous déployez au fil des pages, mais aussi une réflexion tout à fait contemporaine. Bonjour, merci pour cette invitation. Avec plaisir. Avant de rentrer dans le vif du sujet, j'avais envie de vous demander pourquoi est-ce que vous avez eu envie d'écrire ce livre ? Alors pour plusieurs raisons, peut-être la plus importante, c'est que aujourd'hui, quand on parle de transition écologique de l'économie, on a vraiment une obsession sur le climat et l'énergie, et c'est tout à fait nécessaire d'envisager la transition du point de vue des changements de comportement liés à l'énergie et au climat, mais on oublie quand même beaucoup le rapport au vivant. Et pour moi, tout comme pour Antoine, il nous semblait intéressant d'avoir un ouvrage qui aborde ce sujet du rapport au vivant et de certains phénomènes qu'on peut observer aujourd'hui qui traduisent des formes de transformation, peut-être des petites bifurcations qui touchent clairement au modèle économique contemporain. Et voilà, c'était un peu, je dirais, la motivation principale pour lancer cette écriture. Qu'est-ce qui, selon vous, explique le fait qu'on soit complètement focusé, on va dire, sur le climat au détriment de la biodiversité ? Alors, il y a beaucoup d'éléments qui peuvent expliquer cela. Le premier, sans doute, c'est que le réchauffement climatique, c'est quelque chose que tout le monde perçoit dans son quotidien.
ne serait-ce que parce qu'on aime beaucoup parler de météo et puis parce qu'il y a aussi les événements extrêmes qui touchent beaucoup de personnes. Quand il y a un problème de submersion marine, quand il y a un problème de sécheresse, eh bien, quelque part, en arrière-plan, il y a cette question du réchauffement climatique. Donc, tout le monde a une sensibilité, je dirais, par rapport à ce sujet, alors que la sensibilité par rapport au vivant, elle est plus indirecte. Alors, pour certaines personnes, elle est très directe. Si vous avez des activités de nature, que vous aimez observer les oiseaux, que vous prenez un masque et un tuba pendant l'été, que vous regardez dans les rochers pour voir comment évolue la faune ou la flore, vous aurez cette sensibilité parce que vous verrez votre environnement évoluer. Mais c'est quand même le plus souvent abordé de manière très indirecte. Et je dirais aussi que les relations entre nos manières de consommer et de produire et l'érosion de la biodiversité sont aussi beaucoup plus indirectes. C'est-à-dire que quand on parle climat, on comprend très bien que pour lutter contre ce phénomène, enfin phénomène de réchauffement climatique, il faut réduire certains modes de transport, éventuellement réduire sa température de radiateur. Pour la biodiversité, c'est beaucoup plus complexe. Alors dans l'ouvrage, on essaie aussi de montrer quels sont les changements à l'échelle de comportement de consommation de production qui permettent vraiment d'améliorer l'état de la biodiversité en discutant de ce sujet parce que selon nous, justement, il est moins simple à aborder. Clairement, la biodiversité, c'est beaucoup plus compliqué, beaucoup plus complexe à relier à nos problèmes économiques que le climat. Et moins palpable, c'est ce que vous dites. Aujourd'hui, on entend de plus en plus parler de sixième extinction des espèces. Depuis quand est-ce qu'elle date et comment est-ce qu'on l'explique? Oui, alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'extinction des espèces, c'est un phénomène qu'on retrouve, comme d'ailleurs c'est évoqué à travers la sixième. Il y a une première, une deuxième, une troisième, et puis on est arrivé à la sixième. Donc c'est un phénomène qui est associé à des événements extrêmes qui peuvent être des éruptions volcaniques massives, une météorite qui frappe la planète. Et plus récemment dans l'histoire de notre planète, c'est lié à une espèce qui est Sapiens, Homo sapiens. Alors déjà, la cinquième extinction est en partie expliquée par les pratiques d'Homo sapiens, puisque quand il était chasseur-cueilleur, Homo sapiens a petit à petit utilisé toutes les ressources à sa disposition qui étaient à proximité et c'est pour ces raisons répandu sur l'ensemble de la planète à mesure que les ressources disparaissaient ou devenaient trop compliquées en fait à obtenir ou trop coûteuses en temps à obtenir. Eh bien, il se déplaçait pour aller vers des zones plus productives jusqu'à coloniser l'Australie et l'Amérique. Et ce que l'on constate, c'est que au moment de l'arrivée de Sapiens en Amérique et en Australie, eh bien, on a simultanément une disparition de grands mammifères, de grands marsupiaux, en fait des animaux qui n'étaient pas habitués à ce nouveau prédateur et qui se sont laissés chasser, si je puis dire, de manière facile pour Sapiens, mais de manière assez évidente, ça a conduit à l'extinction de toutes ces espèces. Donc déjà, la cinquième extinction, c'est un mix de réchauffement climatique et de surexploitation par Sapiens des ressources vivantes qui étaient à sa disposition. C'est en partie ce qui explique quelque part l'émergence de pratiques agricoles un petit peu partout dans le monde de manière simultanée. Des foyers agricoles apparaissent quelque part parce que ça devient plus efficace de produire sa nourriture que de partir à la quête de cette nourriture dans l'environnement à proximité. Et donc la sixième extinction qu'on vit aujourd'hui, c'est encore une nouvelle étape dans l'extinction générée par Sapiens, qui est liée à beaucoup de facteurs. De manière assez classique, ce que l'on souligne, c'est qu'il y a des pressions qui ont explosé, littéralement explosé à partir du XVIIIe siècle, mais surtout au XIXe et au XXe. C'est-à-dire la surexploitation des ressources. On parle beaucoup, par exemple, de la surexploitation des stocks de pêche dans le monde. On voit toute la biodiversité associée aux océans se réduire fortement. On a un phénomène de conversion des écosystèmes naturels. Ça, ce dont on parle beaucoup, eh bien, ça va être la déforestation qu'on transforme en zone pour élever du bétail ou pour produire du soja, par exemple, voire de l'huile de palme. Ce sont les grands sujets dont on parlerait régulièrement. Une troisième source de pression, c'est le réchauffement climatique, dont on sait évidemment que certaines espèces vont réussir à s'adapter parce qu'elles peuvent se déplacer assez rapidement. On peut penser aux oiseaux, par exemple, mais d'autres beaucoup moins facilement. Évidemment, les plantes, parce que elles se répartissent à travers un processus de colonisation, je dirais, progressif. Et puis, beaucoup d'animaux aussi, les batraciens, toute la faune des sols, eh bien, en fait, eux ne peuvent pas aller aussi vite
que le réchauffement climatique leur imposerait d'aller, c'est-à-dire de se déplacer vers des latitudes plus clémentes pour eux. Et enfin, dernier facteur, enfin il reste 2 facteurs. Un facteur qui est la pollution industrielle. On a parlé des boues rouges, par exemple, qui sont envoyées en Méditerranée. On parle évidemment des pollutions liées aux déchetteries sauvages, ce type de processus. Et puis la pollution agricole, qui est un énorme sujet aujourd'hui avec les pesticides de synthèse que l'on retrouve partout, y compris donc dans l'eau que nous consommons, et qui a un impact vraiment énorme sur la biodiversité. On sait en France que 35% des oiseaux associés au milieu agricole ont disparu en termes d'abondance totale au cours des 30 dernières années. Et Non. voilà. Et les estimations sur les insectes sont encore plus faramineuses. Il reste un dernier facteur d'extinction qui est les espèces invasives. Alors ça, c'est discuter parce que, on parle plus d'ailleurs d'espèces invasives, c'est trop connoté, mais c'est vrai que le fait d'amener des espèces dans un nouvel écosystème parce que des êtres humains les ont déplacées à l'occasion d'activités commerciales, génère souvent des impacts majeurs. On a tous l'expérience d'un cours d'eau autour de chez soi qui a été colonisé par une plante invasive. Par exemple, en Bretagne, on a l'égéridance qui colonise des cours d'eau et qui finalement ferme complètement le milieu et donc transforme totalement la biodiversité qui est associée à ces milieux. OK, donc c'est vraiment un ensemble de facteurs avec quand même un impact majeur de nos modes de vie et de nos modes de production sur la biodiversité. Oui, alors ce que l'on évoque dans l'ouvrage, c'est qu'on est aujourd'hui dans ce qu'on peut appeler une économie de la production, c'est-à-dire, dans son rapport à la nature, une logique de contrôle permanent dans toutes les dynamiques naturelles. On le comprend très bien pour l'agriculture. On a petit à petit rendu les exploitations agricoles de plus en plus dépendantes à des intrants de synthèse, l'azote de synthèse, les pesticides de synthèse. Simultanément, on a arasé les talus, on a enlevé les arbres pour faciliter le passage des équipements mécaniques, des tracteurs. Et on a sélectionné les espèces les plus productives à travers aussi des logiques de brevetage qui sont tout à fait critiquées aujourd'hui, dans l'objectif de produire toujours plus, sans se préoccuper finalement de l'écosystème dans lequel on imposait ce régime en fait à la nature. Et ce que l'on voit aujourd'hui, eh bien finalement, c'est une fragilité accrue des cultures parce que à sélectionner les espèces de toujours plus productives, on a oublié que ce sont aussi sans doute celles qui sont le plus fragiles à certains égards face à des ravageurs. Et aussi, en oubliant le fait que les intrants de synthèse, par exemple, vont générer de la pollution dans les cours d'eau, vont appauvrir aussi la faune du sol qui est à la base du renouvellement de la fertilité naturelle. Et donc, quelque part, tout ce discours sur la souveraineté alimentaire à court terme, orienté par le productivisme, néglige notre souveraineté à long terme en termes de capacité à maintenir des fonctions écologiques vitales pour nos écosystèmes, mais vitales aussi pour nous indirectement. Et donc, c'est cette économie de la production que nous critiquons dans cet ouvrage et nous en appelons quelque part à une économie de la coévolution qui est une métaphore, mais aussi une méthode et je dirais un projet. Une métaphore parce que la notion de coévolution vient des sciences du vivant. C'est l'idée que les espèces coévoluent entre elles, sont interdépendantes. La disparition de l'une d'entre elles peut contribuer à la disparition d'une autre. Donc voilà. Et nous, on ne peut pas échapper à cela. Alors, peut-être à moyen terme, peut-être à très long terme, mais en tout cas, on est intrinsèquement lié à l'ensemble du tissu du vivant. Donc ça, je dirais, c'est pour la partie métaphorique. On pense que cette image de coévolution est vraiment importante à mobiliser pour travailler sur ce sujet. Dans votre livre, vous parlez de la nécessité d'un changement systémique. Qu'est-ce que ça implique? Ce que l'on constate aujourd'hui, c'est quand on veut transformer un système économique, et en l'occurrence, celui dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui, on constate n'est pas durable. Pour transformer ce système, il ne s'agit pas simplement de produire de nouvelles techniques comme par exemple des énergies renouvelables pour le domaine qui touche à l'énergie ou trouver des nouvelles espèces plus résistantes à tel ou tel problème environnemental. En fait, le problème, il est systémique et donc on doit appréhender toutes les formes organisationnelles, c'est-à-dire toutes les organisations qui ont promu finalement cette vision productiviste. On doit aussi s'attaquer aux règles du jeu qui ont elles aussi favorisé, je dirais, dans le système économique, les logiques productivistes et les techniques aussi qui y sont associées
Donc, si on reste sur l'agriculture, quelque part, l'idée, ce serait de dire que pourquoi ne pas envisager la question de la productivité sous un angle beaucoup plus écosystémique et pas simplement du point de vue des denrées qu'on va produire de manière intensive pour vendre ensuite sur des marchés internationaux dans une logique quand même qui est très étroite de vue, je dirais. Comment aussi considérer que du point de vue des règles du jeu qui sont instaurées par la PAC, la politique agricole commune principalement, mais aussi notre ministère de l'agriculture, eh bien, comment on peut changer ces règles du jeu pour qu'on favorise de nouvelles pratiques? Comment, au niveau des techniques, on peut innover dans le champ de l'ingénierie écologique, c'est-à-dire mobiliser les sciences écologiques pour comprendre comment, dans un champ, on peut aussi tabler sur des espèces auxiliaires, des oiseaux, des insectes qui vont, une fois les produits chimiques supprimés, jouer un rôle de régulateur et aussi travailler sur, je dirais, l'aspect paysager parce qu'en fait, les exploitations agricoles sont liées les unes avec les autres, mais aussi avec les forêts qui sont à proximité, les cours d'eau, tout est lié. Et donc là, on a besoin de nouvelles connaissances dans le champ de l'agriculture. Et donc, c'est pour ça que je dis que le changement doit être systémique. Appréhender tous ces changements de manière synchrone est essentiel, sinon on ne peut pas observer de changement. Alors donc ça, c'est pour la méthode et en ce qui concerne le projet qui y est adossé? Ben, le projet, c'est de dire que justement, j'en reviens à ce que j'évoquais au début de notre discussion, la transition écologique doit être pensée à partir du vivant. Le mot écologie, c'est lié aux relations entre les êtres vivants, entre eux, pardon, et avec leur milieu. Donc c'est vraiment cette idée d'interaction. Et appréhender la transition écologique plutôt à travers ces interactions, plutôt que voilà, dans une perspective très technico-économique, nous semble plus prometteur parce que en fait, ça peut répondre à beaucoup d'enjeux liés au bien-être individuel, liés à des systèmes de production qui sont quand même au bout de leur modèle, hein. On parlait de l'agriculture, mais on pourrait parler de la gestion de l'eau, on pourrait parler de l'urbanisation telle qu'elle a été pensée pendant les décennies passées. Et tout ça donc nous amène à imaginer donc des projets qui peuvent être repensés sur une reconnexion à la nature, pour le dire simplement. Ce qui est très intéressant, que vous soulignez dans votre livre, c'est que, la nature, elle occupait déjà une place importante dans certains discours économiques notamment, au XVIIIe siècle et que le XIXe siècle a complètement changé la donne et que globalement, à partir de là, on a observé un découplage entre économie et écologie. Pourquoi et comment est-ce qu'on en est arrivé? Est-ce que finalement les économistes, considèrent que le capital naturel était une entité, négligeable? Oui, alors ça, c'est effectivement une histoire qu'on raconte aussi dans l'ouvrage. Comment, au XVIIIe siècle, si vous prenez des naturalistes comme Linné, par exemple, qui en fait parlait d'une économie de la nature, hein, pensaient nos systèmes productifs dans une perspective de relation à la nature qui était envisagée sous l'image d'un grand équilibre. D'ailleurs, voilà, il y a quand même la mobilisation d'une vision à l'équilibre naturel, quelque chose de presque religieux hein, dans la perspective qui est proposée par Linné. Mais on a aussi des économistes comme les physiocrates qui nous disent la chose suivante. Toute la richesse de notre pays, de notre royaume à l'époque, dépend d'une seule activité qui est l'agriculture. Et cette agriculture dépend d'une seule chose, le caractère généreux de la nature. Et alors, il utilise une métaphore pour cela, il dit: «La seule manière de produire une richesse, c'est de tabler sur le caractère reproductible du vivant» et il donne l'exemple de cette graine que l'on plante et qui va donner, des dizaines, des centaines, des milliers de graines et il dit: «Ce côté multiplicateur, il n'y a que la nature qui le maîtrise» et ce que l'on constate au XIXe siècle, c'est que à la faveur de la révolution industrielle, tous ces préceptes sont complètement oubliés petit à petit. On arrive encore à une autre étape à la fin du 19e avec les néoclassiques, les économistes néoclassiques qui, eux, en fait, vont commencer à construire des fonctions de production, hein, et ils vont mathématiser ça, sans prendre en compte la nature dans leur système. Et ainsi, la production ne sera plus dépendante dorénavant que du travail et du capital physique. On est vraiment là dans le régime de la révolution industrielle qui va dessiner tout ce qui se passera au XXe siècle. Et effectivement, qu'on dit dans le livre, c'est qu'il y a encore des auteurs qui s'attachent à travailler sur ce lien à la nature, des auteurs économiques hein, qui s'attachent à travailler sur ce lien à la nature, mais ils sont assez isolés, assez peu audibles. Et en fait, le modèle dominant, c'est de dire la technique qui pourvoira. C'est-à-dire, finalement, les limites de la nature sont des limites relatives. On l'a bien vu, l'histoire des techniques nous montre qu'on réussit
à rendre la nature toujours plus productive à mesure qu'on va y adjoindre des innovations. Et il est vrai qu'avec les énergies fossiles, on va avoir toute cette énergie dont il ne faut pas l'oublier, elle provient du vivant. Les énergies fossiles, ce sont jamais que des êtres vivants fossilisés qui se sont accumulés pendant des millions d'années. Et donc, on a utilisé cette énergie produite par les êtres vivants, là, en quelques décennies, de manière à avoir l'illusion que les limites planétaires, que les limites que le vivant nous imposait étaient nécessairement dépassables. Mais on le comprend bien aujourd'hui, l'étape suivante ne pourra pas se contenter d'innovations de ce type. Pour vous, comment est-ce qu'on enclenche un changement et comment est-ce qu'on réancre l'économie dans la réalité, écologique? Alors là, il y a 2 manières, je dirais, de voir les choses. Enfin, il y a plusieurs manières de voir les choses, mais pour simplifier, on peut dire que le changement va provenir des États, des pouvoirs centralisés, que ce soit l'Europe, l'ONU, ou donc nos gouvernants. Ce que l'on constate, c'est que ça marche quand même très moyennement, hein, cela. On ne peut pas dire que l'ambition et la volonté sur le sujet étaient très importantes. Une autre manière d'appréhender les choses, c'est de commencer à regarder ce qui se fait sur le terrain, d'identifier des initiatives qui montrent qu'on peut avoir des trajectoires économiques qui respectent la biodiversité environnante et quelque part tabler sur ces initiatives pour pouvoir essayer de les reproduire. Alors, et c'est là toute la difficulté, cette reproductibilité, elle ne peut jamais être exactement la même, parce qu'à chaque territoire, ses spécificités. Les solutions qui auront été trouvées en zone côtière en Bretagne, pardon, ne pourront pas être celles qui seront utilisées en zone côtière dans le PACA. On le comprend aisément. Et donc, c'est un peu toute la difficulté du vivant par rapport, enfin, de travailler sur le vivant par rapport à des solutions énergétiques ou techniques. C'est que le vivant, il ne répond pas de la même manière selon les endroits. Et donc, il faut faire preuve de logique, nous qu'on qualifie de coévolutive, c'est-à-dire de comprendre comment un système à la fois économique, social et écologique fonctionne dans un endroit donné. Et à partir des conditions qu'on observe localement, commencer à imaginer des trajectoires d'innovation qui peuvent, alors, au départ, toucher à des techniques de production, à des problèmes de cohabitation avec des espèces qui sont revenues. On peut penser par exemple à la question du loup, qui peut aussi traiter de problèmes vraiment sectoriels. On peut penser à la pêche qui aujourd'hui fait face à la fois un effondrement du nombre de pêcheurs, on a plus que 9000 pêcheurs en France, et simultanément un effondrement d'une biodiversité dans ces milieux. Donc on se dit qu'il y a quand même des solutions à trouver de ce côté-là. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de repenser le modèle pour essayer à la fois que ça bénéficie à la biodiversité et potentiellement aux pêcheurs, sachant que les pêcheurs sont très directement dépendants de l'état de santé des écosystèmes marins, puisque c'est ce qui leur donne leurs ressources. À la limite, l'agriculteur peut se passer d'entités naturelles parce qu'il va utiliser des intrants de synthèse, mais le pêcheur, il ne peut pas faire ça. Donc, voilà, mon point, c'est de dire qu'il n'y a clairement pas une solution unique. Il y en a beaucoup et qui sont très contexte dépendantes, j'ai envie de dire. Ce dont on manque aujourd'hui, c'est d'espaces où on peut partager ce qui a marché dans certains endroits. Comment est-ce qu'on peut faire fructifier ce succès et éventuellement en faire bénéficier des acteurs plus éloignés. Et ça pourrait justement être à la puissance publique de faciliter ces échanges, d'organiser des formes de enfin, voilà, d'intelligence collective autour des transitions. Les transitions, je le dis souvent, ça se décrète pas donc du haut et localement, les gens vont suivre la tendance. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des choses qui peuvent être faites, par exemple, orienter des subventions, clairement. Quand même un gros sujet, notamment sur le bio. Voilà, exactement, c'est quelque chose dont on parle beaucoup. Mettre en place des réglementations qui favorisent des acteurs qui investissent dans des transitions. Ça, l'État peut jouer un rôle d'accompagnateur évident, mais il ne peut pas imposer des transitions comme ça de manière non concertée, j'ai envie de dire. Parmi les courants que vous décrivez dans le livre, il y a notamment ceux des économistes qui se réclament de l'économie écologique. Est-ce qu'ils sont influents auprès des parlements et des gouvernements? Et si oui, à quel niveau? Parce que c'est quand même un vrai sujet, même si la transition ne peut pas venir que d'un niveau centralisé, la puissance publique a quand même une force de frappe qui est pas celle des citoyens de façon assez atomisée. Ouais, vous avez tout à fait raison. On constate que quand il y a des transformations qui sont opérées au niveau national,
que ce soit sur le signal prix, hein, c'est-à-dire que si on taxe fortement des produits qui sont nocifs, il y a des effets. Et si on réduit les taxes sur des produits qui sont positifs pour l'environnement et souvent pour la santé, il y a aussi des effets dans les modes de consommation. Donc, vous avez tout à fait raison. Alors, est-ce que les économistes écologiques sont présents aujourd'hui dans les débats? Donc, pour répondre à cette question, il faut préciser voilà, à quoi s'apparente un économiste écologique. Bon, ce terme, il est utilisé pour des économistes qui vont avoir une réflexion qui est plus interdisciplinaire que l'économie standard. Économie standard qui est quand même assez peu investi, quoi qu'on en dise, sur les questions qui touchent à la biodiversité. Sur le climat, il est vrai que les choses ont bougé ces dernières années, indéniablement. Sur la biodiversité, c'est encore très timide, hein. Et c'est vrai que de ce point de vue-là, l'économie écologique est peut-être mieux armée, d'une part parce que en promouvant l'interdisciplinarité, un dialogue avec les sciences du vivant peut s'établir. C'est aussi un courant qui, quelque part, abandonne certaines hypothèses de l'économie dite standard, c'est-à-dire le fait que quand on travaille sur les modèles qu'on étudie à la faculté, eh bien, ce sont des modèles qui sont pensés pour le contexte marchand. C'est-à-dire qu'en fait, les modèles, ils renvoient à des logiques d'offres et de demande dans des contextes marchands. Or, pour la biodiversité, en réalité, les échanges marchands concernent une minorité de la biodiversité. C'est vraiment des choses qui touchent à des aspects indirects, comme l'agriculture. Effectivement, on a parlé du bio tout à l'heure. Le bio, si vous voulez avoir une action en faveur de la biodiversité, consommez bio, parce qu'on a démontré depuis quelque temps maintenant, quand même, et de manière évidente, qu'on a autour de 30% en plus de biodiversité dans des exploitations bio et que les résidus de pesticides sont 4 fois moins importants dans les aliments issus du bio, etc., etc. On reviendra sur le bio après, mais La posture qui consiste à dire: prenons une approche plutôt systémique, envisageons les interactions dans une perspective interdisciplinaire, adoptons des analyses qui soient en lien avec l'économie réelle, avec des choses qu'on peut observer sur le terrain. Ce sont des choses qui sont quand même, on va dire, nécessaires pour une transition écologique fondée sur le vivant. Et de ce point de vue-là, malheureusement, ils ont encore peu de succès au niveau des décideurs, hein. Ils sont pas vraiment audibles. On va dire que l'exécutif, hein, a l'habitude de travailler avec les économistes qui sont ceux qui ont développé les modèles de croissance, les réflexions sur l'analyse du PIB ou du chômage, enfin ces grands indicateurs économiques qui évidemment sont essentiels à discuter dans les débats publics, mais c'est tout un ensemble d'économistes qui finalement ne sont pas du tout compétents, hein, on peut le dire, pour travailler sur les interactions avec les questions environnementales. Et quand ils le font, généralement, c'est à travers des modèles qui envisagent la nature comme une externalité, hein, c'est le terme qui est utilisé par ces économistes, une externalité, c'est-à-dire les effets négatifs du marché sur la nature peuvent être contrebalancés par des taxes. Alors, on parle beaucoup de taxes carbone, ce genre de choses. En réalité, c'est beaucoup plus compliqué que ça, parce que au-delà des outils, il y a les effets distributifs. On en a eu un exemple avec les gilets jaunes, hein, c'est-à-dire que sans discuter des effets distributifs de nouvelles taxes environnementales, on se prépare à des oppositions importantes. Et de manière plus générale, ce sujet, encore une fois, il est assez froid pour nous, il est assez désincarné. La taxe carbone, ça ne nous raconte rien sur le vivant, ça ne nous raconte rien sur l'état de santé de nos cours d'eau qui sont ceux qu'on côtoie, de nos plages qui voient de plus en plus d'algues vertes présentes, ou des écosystèmes forestiers dont la qualité se dégrade avec le temps. On a vraiment, et c'est peut-être aussi ça qui est important, besoin de s'intéresser, de se préoccuper de choses qui sont beaucoup plus proches de nous. Je veux dire, quelque part, la biodiversité, c'est ce qui est autour c'est dans votre quartier, c'est autour de votre maison, c'est pas loin, quoi. Et ça, ça joue beaucoup quand même dans la qualité de vie des personnes, ça joue beaucoup dans les trajectoires économiques. Et en plus, quand on investit dans la biodiversité, ça marche très vite. C'est-à-dire que si vous plantez des arbres, si vous stoppez de polluer une zone, si vous arrêtez de chaluter un espace, vous verrez que en réalité, la biodiversité va revenir très vite. Les oiseaux, les poissons, c'est d'une vitalité incroyable, le c'est ce vivant. qu'on a vu aussi pendant le Covid, en fait, où Oui, on s'est revu à voir des animaux ou des espèces qu'on voyait plus en ville, voilà. et ça va très, très vite, alors qu'on a un peu cette impression-là, que, ça va prendre beaucoup de temps pour contrer, nos modes de production actuels, mais en fait, ça peut quand même aller assez vite. Ça peut aller très vite. Alors il faut pas, faut pas se leurrer, on ne recréera pas des forêts
de feuillus en quelques années ou des écosystèmes des tourbières multicentenaires, voilà. Mais en fait, si quand même on fiche la paix à la nature, si on la laisse s'exprimer, si on arrête de lui imposer des polluants ou des prélèvements surdimensionnés, elle reprend ses droits, elle revient et c'est très gratifiant de voir en fait, les résultats de ses efforts, qui sont souvent des efforts assez marginaux, hein, faut bien admettre. Et bah, ces efforts marginaux génèrent des effets plus que proportionnels. J'ai envie de dire que politiquement, c'est assez incroyable que, l'exécutif ne s'empare pas de ça parce que c'est, quand même la promesse de résultats écologiques tangibles à proximité de chez vous, à un horizon temporel qui est finalement, très raisonnable. C'est beaucoup plus, intéressant, je dirais, que d'aller discuter de changements qui touchent à, des enjeux climatiques dont on sait qu'ils sont essentiels et primordiaux, je me répète, mais c'est important, mais qui, pour le coup, sont beaucoup moins saisissables quand on appréhende les choses d'un point de vue global, où on se dit bah, comment ça va se passer en Chine, comment ça va se passer aux États-Unis, etc., etc. Donc, en fait, il faut avancer sur les deux sujets. Et mon avis, mais c'est l'avis de beaucoup de personnes qui travaillent sur ces questions de nature, c'est que justement, on n'avance pas du tout sur le sujet biodive, alors qu'il est extrêmement payant. Et qu'on peut s'en emparer, de façon, assez tangible et Tout assez à fait. simple dans notre quotidien, ou proche de chez nous. Parmi les transformations que vous appelez à mettre en œuvre, qui sont là des transformations beaucoup plus, on va dire, macro, il s'agit de reconnaître la dette écologique des systèmes économiques. J'ai trouvé que c'était original et très intéressant. Ça suppose quand même un renversement de paradigme. Est-ce que vous pouvez nous expliquer lequel et concrètement en quoi ça consiste, cette, dette écologique? Oui, alors on peut dire que, jusqu'à il n'y a pas si longtemps, la nature comptait pour, 0, de manière générale, dans, la manière dont on envisageait l'économie. Depuis une vingtaine d'années, il y a, on pourrait même, ramener ça à des dates antérieures, mais ça a pris une ampleur depuis une vingtaine d'années. On commence à considérer que la nature peut être un capital. Alors déjà, on peut dire, bah, c'est plutôt quand même une bonne chose. Indéniablement, vu elle ne comptait pour rien pendant une grande partie du XXe siècle, on peut déjà se réjouir de cela. Le problème que l'on soulève, c'est que quand on considère la nature comme un capital, dans une certaine mesure, ça veut dire qu'elle va être comparée avec d'autres formes de capitaux. Et alors notamment le capital dit productif, c'est-à-dire les usines, le bâti, les routes, et c'est-à-dire des supports à la production, on va dire ça comme ça. Mais cette production, elle est évaluée uniquement à l'aune du PIB jusqu'à nouvel ordre. Et là-dedans, en fait, le capital naturel, c'est pas grand-chose. Si on factuellement, si on regarde le secteur de la construction, comment il considère le capital naturel? Eh bien, comme une réserve de foncier sur lequel il va pouvoir construire de nouveaux bâtiments. Si on considère le secteur de la gestion de déchets, à certains égards, bon, ça change un petit peu, mais la nature, c'est jamais qu'un réceptacle de déchets qui vont venir s'accumuler. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, on peut plus dire vraiment quand même qu'on ne s'en préoccupe pas, mais tout ce qu'on voit comme résidus de polluants dans l'eau, ça finit dans l'océan, ça finit dans les rivières, donc c'est quand même, un sujet. Du point de vue agricole, la nature, là aussi, quand on regarde l'agriculture productiviste, c'est quoi? C'est un substrat, hein, sur lequel on fait pousser, des plantes qu'on cultive et que l'on va couper pour, les vendre ensuite. Mais ce substrat en soi, on n'appréhende pas du tout la biodiversité qu'il représente. Et donc, mon point, c'est de dire que dans ce jeu des comparaisons entre différentes formes de capitaux, la nature perd tout le temps. Et si vous prenez là un bilan comptable basique d'une entreprise, elle va mettre à son actif bah, ses bâtiments, ses véhicules, son outillage productif. Et si elle met le capital naturel, bon, très bien, de quoi va-t-il être composé, peu importe, mais sa disparition à ce capital naturel pourrait être compensée par une augmentation bah, des autres formes de capitaux. Et ça, c'est pour nous un gros problème parce que, à ce jeu-là, on peut continuer à découvrir la nature tant que le PIB va augmenter, que ces indicateurs économiques vont progresser. Alors, l'alternative qu'on propose, avec un certain nombre de collègues, c'est de plutôt se porter sur la nature comme, récipiendaire d'une créance vis-à-vis des êtres humains. Et donc nous, dans ce cas-là, on a une dette, hein, vis-à-vis de la nature. Ça implique donc d'envisager la dette biophysique, réellement biophysique, que l'on génère à chaque fois que des activités économiques sont menées. Si je reprends l'exemple du secteur de la construction, à chaque fois qu'il va utiliser un terrain qui était auparavant une forêt, une zone humide, même une prairie, eh bien, il va devoir inscrire au passif de ses comptes
une dette qui est de tant d'hectares de forêt, de zones humides ou de prairies. Et cette dette, eh bien, d'une certaine manière, va devoir être prise en compte dans le bilan de l'entreprise. Alors là, il y a beaucoup de débats derrière, c'est comment est-ce qu'on la prend en compte. Soit on la considère uniquement sous un angle biophysique, c'est-à-dire que vous ne pourrez pas en fait avoir l'opportunité de mener votre activité sur ce type d'espace naturel si d'un autre côté, vous n'avez pas recréé ce type d'espace naturel. Donc admettons, vous avez à disposition une friche urbaine, eh bien, vous allez enlever le bâtiment, supprimer le substrat artificiel, dépolluer les sols et remettre une prairie en place. Et dans cette condition, uniquement sous cette condition, vous pourrez, dans ce cas-là, construire sur une autre prairie. C'est l'idée de compensation qui aujourd'hui est malheureusement appliquée n'importe comment, donc le principe est totalement dévoyé. Mais d'un point de vue comptable, ce serait ça la logique, c'est d'avoir une équivalence biophysique obligatoire si l'on veut impacter la nature. On le comprend très vite, on va faire face à un principe de réalité qui potentiellement va conduire à ce qu'on n'ait pas de réalité de compensation sur ce type de dette écologique. Donc, un propos plus pragmatique, ce serait de dire que, OK, au moins il faut que cette dette, elle apparaisse dans les comptes pour qu'on puisse en faire une assiette fiscale, OK. pour qu'on puisse en faire un outil de politique publique. Et plus votre dette biophysique serait importante, plus vous serez taxé, plus vous auriez à devoir quelque part avoir une responsabilité sur le sujet. L'enjeu pour nous, c'est sans doute d'être en capacité de traduire cette dette écologique en dette monétaire, c'est-à-dire de faire le calcul du coût réel de la compensation de cette prairie, si je reste sur cette image-là, et on sait très bien, on a fait des travaux sur le sujet, que le coût de cette compensation, il est faramineux. Parce qu'en fait, dépolluer un milieu, c'est très coûteux. Désartificier un milieu, c'est très coûteux. Et donc, dans ce cas-là, on pourrait mettre une dette monétaire correspondant à la dette biophysique. Et si cette dette monétaire est prise au sérieux, eh bien, ça veut dire qu'elle va jouer sur la solvabilité de l'entreprise. C'est-à-dire qu'on va enlever cette dette du bilan. Et évidemment, la critique qu'on va toujours opposer à ce type d'exercice, c'est oui, il y a une forme de monétarisation. Ça, c'est un gros sujet. Est-ce qu'il faut ou pas accepter qu'on puisse faire des exercices de monétarisation? Ma réponse est, dans certains cas, non. Si vous, effectivement, vous construisez sur une tourbière multicentenaire, la dette, elle est non solvable. Par définition, parce qu'on ne peut pas compenser une tourbière multicentenaire. En revanche, si votre construction elle a lieu sur, disons, une zone humide qui a des qualités écologiques bien plus faibles, eh bien, là, on peut admettre qu'on sait restaurer des milieux de ce point de vue-là. Et donc, le calcul peut avoir du sens. Et notre point, quand même, c'est qu'à la fin, on arrête de faire payer à la nature les faillites économiques. Parce que, quelque part, en faisant apparaître cette dette en termes monétaires, on fait prendre à l'entreprise un risque de faillite basé sur sa dette écologique. Je trouve ça passionnant et je me dis en même temps, si on commence à appliquer ça, aussi les pouvoirs publics commencent à appliquer ça, est-ce que ça implique pas un ralentissement assez conséquent de l'activité économique? Et donc, est-ce que les pouvoirs publics sont prêts à imposer ces limites-là, qui sont quand même des limites assez fortes? Oui, alors potentiellement, si on regarde par exemple le zéro artificialisation nette qui doit être appliqué en 2050, si son application ne se fait pas, c'est-à-dire comme souvent en France, on publie des textes et derrière on ne les applique pas, eh bien là, il y aura une dette écologique qui aura été accumulée et qui sera objective du point de vue des engagements qui ont été pris dans la loi. Ça, on peut le faire, on peut faire le calcul de cette dette écologique en termes biophysiques et potentiellement en termes monétaires, enfin, modulo les précautions que j'ai évoquées précédemment. Derrière ça, si on fait effectivement payer à ce secteur d'activité qu'est la construction la dette écologique, effectivement, la valeur ajoutée générée par ce secteur d'activité va baisser drastiquement. Nous, notre point, c'est qu'à un moment donné, la valeur ajoutée dans une économie, ça sert à quoi? Dans un secteur, ça sert à quoi? Ça sert à rémunérer le travail, les salaires. Ça sert à rémunérer le capital, parce qu'il faut effectivement entretenir le capital. Et ça sert à rémunérer l'État, parce qu'il y a des taxes qui sont présentes dans cette valeur ajoutée finalement. Eh bien, il nous manque un acteur là-dedans, c'est la nature. Eh bien, la nature, elle devrait apparaître aujourd'hui dans les comptes pour dire on doit aussi rémunérer cette nature pour le travail, tout ce travail qu'elle offre gratuitement aux sociétés humaines. Et ça vaut à la fois la comptabilité des entreprises, mais ça vaut aussi pour la comptabilité nationale, parce qu'à un moment donné, on n'échappera pas à une logique de planification écologique. Et qui dit planification écologique dit comptabilité nationale écologique.
Et une comptabilité nationale écologique, c'est quoi? C'est une comptabilité nationale dans laquelle on est capable d'identifier des dettes ou des créances écologiques, éventuellement même de les spatialiser. Et on est aussi capable de les ventiler selon les secteurs économiques qui contribuent à cette dette écologique. Et concrètement, si au niveau national, on constate qu'on n'a pas atteint le zéro artificialisation nette, on peut donc dire, voilà, il y a cette dette écologique. Qui est responsable? Là, j'ai dit, c'est le secteur de la construction. C'est quelque part une manière de faire. On dit, bah, c'est eux qui ont détruit parce que c'est eux qui ont construit. Mais on peut dire, c'est aussi le consommateur final qui a acheté ces maisons, ces pavillons, qui ont contribué à l'artificialisation des sols. Donc, qui doit payer? Ça, c'est une question politique. Et qui doit, entre guillemets, solder la dette? C'est une responsabilité politique. Mais il faut en faire la comptabilité, c'est essentiel. J'aimerais qu'on revienne un petit peu sur le bio, parce que dans une troisième partie de votre livre, vous l'avez intitulé «Nourrir les humains sans détruire les écosystèmes» et on voit bien les limites de l'agriculture intensive. Pour vous, est-ce que l'agriculture biologique, elle peut être une solution durable pour nourrir les humains sans détruire la planète? En sachant qu'actuellement, quand même, le bio est en berne. Oui, alors le bio, il est intéressant comme cas d'étude parce qu'il touche à un secteur qui est un secteur qui a fait exploser la dette écologique, alors du monde bien évidemment, mais de la France tout particulièrement. Il faut déjà rappeler que la France est un pays hyper important au niveau agricole. On est le 6e exportateur dans le monde, on est le plus gros producteur européen, voilà, enfin de l'Union européenne. La dette écologique, aujourd'hui associée à ce secteur, elle se traduit par de l'antibiorésistance, elle se traduit par une pollution des eaux, elle se traduit par une disparition de la fertilité naturelle des sols et des problèmes sanitaires qui explosent. Les cancers associés aux pesticides sont de plus en plus fréquents, ils sont reconnus par les mutuelles agricoles et on observe qu'ils sont de plus en plus aussi reconnus pour des populations vivant, et notamment les enfants, vivant à proximité d'espaces où il y a un usage important de pesticides. Le bio offre une alternative de ce point de vue-là à plusieurs égards. Premièrement, parce qu'il n'utilise pas les pesticides de synthèse. Certes, il utilise du cuivre, qui est au maximum de 4 kg par hectare, dont les effets, pour l'instant, sur les milieux et la biodiversité, n'ont pas révélé de problème majeur. C'est un métaux lourd. Il a effectivement une persistance dans le sol. Si on compare au dosage qui était utilisé il y a une centaine d'années, qui était 80 kg parfois par hectare, on n'en est pas du tout là. Il faut voir au cas par cas selon les zones, mais c'est le seul vrai sujet qui peut nuancer l'effet positif du renoncement aux pesticides de synthèse. Il n'y a pas non plus d'antibiotiques. En bio, c'est interdit de vendre des produits qui ont été traités avec antibiotiques. Ça veut dire que les agriculteurs bio sont très sensibles à ce sujet puisqu'ils perdent tout de suite leurs produits s'ils ils utilisent des antibiotiques. Ils ne le font que vraiment en dernière, en, quand il n'y a pas d'autre alternative, hein. Et ils respectent le bien-être animal qui est un sujet important aujourd'hui. Les animaux sont élevés en plein air. Si j'insiste sur tout ça, c'est pour souligner que c'est tangible le bio. C'est pas un certificat qui aurait Oui, quand on a une tendance valeur de... parfois à l'entendre aussi. Voilà, il y a des lieux communs sur le sujet qui sont assez incroyables. Et scientifiquement, il a été démontré, et là je sors d'un groupe de travail qui a fait un bilan sur le sujet pendant 1 an, et les preuves sont irréfutables en termes de gains de biodiversité, en termes d'amélioration de l'état de l'environnement, de la qualité de l'eau. C'est une réalité et on ne peut pas le nier. Une fois qu'on a dit ça, la situation est la suivante en France. On est le seul pays qui n'appuie pas réellement ce secteur par des politiques et des subventions significatives. Il y a un rapport de la Commission européenne publié en 2023, si je ne me trompe pas, qui nous dit la chose suivante: la France est le seul pays de l'Union à donner moins de subventions par unité de travail agricole, c'est-à-dire par travailleur, hein, au bio que au conventionnel. Et c'est massif. En France, on donne 30% de subventions au bio, 30% en moins de subventions au bio par unité de travail agricole, quand en Allemagne, par exemple, on donne 50% de plus Ouais, c'est de rampant. subventions par unité de travail agricole au bio par rapport au conventionnel. Alors, comment ça s'explique ça? Eh bien, c'est que la France utilise entièrement ce qu'on appelle le premier pilier de la PAC, c'est-à-dire des subventions qui sont indexées, pour le dire simplement, à des surfaces agricoles. Et n'utilise pas du tout le second pilier de la PAC qui peut éco-conditionner, hein, les aides. Donc ça, c'est une posture, hein, il faut savoir que c'est une posture exceptionnelle dans le paysage européen. Même la Pologne, qui n'est pas le meilleur des élèves sur les pratiques agroécologiques, donne plus aux agriculteurs bio qu'aux agriculteurs conventionnels. On a un vrai problème dans notre pays qui est que, de ce point de vue-là, ces subventions sont obtenues par un lobbying du secteur céréalier, hein, qui est effectivement
il faut bien le dire, le secteur qui a le plus à perdre dans la transition en bio. C'est-à-dire que les pertes de rendement, quand on a une conversion en bio, elles sont très variables selon les types de cultures. Et il est vrai que pour les céréales, ce sont les pertes les plus importantes, alors que pour le maraîchage, par exemple, les pertes sont beaucoup plus faibles. On nous évoque fréquemment la souveraineté alimentaire en indiquant que on importe 75% de notre blé dur. C'est vrai. Mais en réalité, on produit 145% de nos besoins. C'est-à-dire que la production de blé dur en France est exportée et ensuite on réimporte pour nos besoins. Donc, ce qui fait vraiment pas sens. Ce qui ne fait pas sens et qui, quelque part, délégitime le discours sur la souveraineté alimentaire qui serait, quelque part, l'argument d'autorité pour dire on ne peut pas aller vers le bio parce que les pertes de rendement seraient trop importantes. Et ajoutons à ce diagnostic le fait que en France, on a autour de 1000 km² qui partent en friche tous les ans, hein, des espaces agricoles qui sont abandonnés. Et ça, c'est depuis des décennies. Hein, c'est pas nouveau. Alors, il n'est pas faux que ça a bénéficié à des forêts qui ont une valeur écologique importante, mais il n'est pas non plus complètement inenvisageable de remettre en culture certains de ces territoires dont on constaterait que la biodiversité n'est pas incroyable, avec une agriculture beaucoup plus agroécologique dans l'esprit, et ça compenserait aussi sans doute les pertes de rendement qu'on pourrait observer par les conversions en bio. Bon voilà, il y a pas de très bons arguments aujourd'hui pour dire qu'on ne peut pas appuyer le bio, et d'autant plus dans un contexte où le pouvoir d'achat des Français a énormément baissé et où le bio coûte évidemment beaucoup plus cher que le conventionnel. Et j'ai lu récemment quelque chose que j'ai eu du mal à croire, c'est que on avait depuis les années 50 observé une baisse de 3% des prix des ventes de produits agricoles par les agriculteurs. Et que simultanément, pour les consommateurs, on avait observé qu'une baisse de 0,7% du prix. Vous avez toute cette différence entre les 0,7% et les 3% qui est partie où? En fait, c'est parti chez les distributeurs, les transformateurs, ceux qui font de la publicité, etc. etc. Donc, c'est là qu'on constate quand même qu'on se fait un petit peu avoir hein, dans les discours convenus sur le sujet par l'agro-industrie. Et malheureusement, le président de la FNSEA, M. Rousseau, c'est aussi le président du conseil d'administration d'Avril, hein, qui est la première entreprise agro-industrielle française. Donc, il y a un mélange des genres quand même qui est dommageable, à la fois pour le consommateur et puis pour le producteur. Et c'est vrai que le bio, qui avait quand même donné beaucoup d'espoir pour ceux qui travaillent sur le vivant et sur les rapports économiques au vivant, puisqu'on est arrivé à 10% de nos surfaces en bio et 18% de travailleurs agricoles aujourd'hui en bio. C'est-à-dire qu'on a 10% de nos surfaces qui sont en bio, mais on a 18%, presque un cinquième des travailleurs agricoles sont en bio parce que c'est intensif en travail. Et c'est aussi ce qui le rend plus cher. C'est ce qui le rend plus cher parce que, de fait, plutôt que de réduire le coût du travail pour le monde agricole, on va réduire le coût de l'usage des pesticides. Enfin, si je caricature un peu évidemment, mais en ne conditionnant pas les aides, on n'a pas de politique. C'est une des bases de la politique que de conditionner les aides à des pratiques particulières. Ouais, bien Donc sûr. on pourrait tout à fait dire que si vous employez beaucoup de monde, si vous êtes intensif en travail, on va vous subventionner plus puisque vous créez de l'emploi. Et puis en plus, dans un contexte où les campagnes se désertifient et où le mal-être dans ces territoires est énorme, remettre de l'humain, ça peut être que positif. Eh bien, subventionnons cela. Subventionnons aussi le fait qu'on puisse aider les agriculteurs dans le maintien des pratiques bio. Hein. Les subventions au maintien ont été supprimées. Quelle est la logique de ces subventions que l'on fait disparaître à un moment donné où un secteur commence à souffrir d'une contraction du marché, qui gagnent très très bien leur vie par ailleurs, hein, parce qu'on est quand même dans le secteur qui a les plus grosses inégalités, on ne le dit pas assez souvent, les plus grosses inégalités de revenus en France. Merci beaucoup, Harold Levrel. On va terminer cette interview-là pour les auditeurs qui souhaiteraient en savoir davantage. Donc, je rappelle que votre livre « L'économie face à la nature, de la prédation à la coévolution » est disponible sur toutes les librairies. Merci beaucoup.